Cette forme sociétale et ce système n'a qu'un but, c'est principalement éluder l'impôt qui est normalement celui de l'activité de loueur meublé, que ce soit professionnel ou non. La différence entre baux professionnels et baux commerciaux, c'est essentiellement en lien avec... Pendant la durée du bail, le propriétaire, lui, est-ce qu'il peut récupérer son local à quel moment? Est-ce qu'il doit attendre au bout des 3 ans? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, partie 3 avec Maître Bruce. Merci Maître de nous accorder votre temps pour ces multiples vidéos où à chaque fois on aborde les sujets en profondeur de fiscalité. Et aujourd'hui, on va parler de la SARL de famille, qui est un statut bien particulier, bien spécifique, qui peut correspondre en certains cas à certaines situations. Et on va également parler dans cette vidéo des baux commerciaux. Aussi, c'est pareil, il y a pas mal de choses à dire, parce qu'on peut mettre pas mal de choses aussi dans les baux. Et c'est intéressant d'avoir des baux bien sécurisés pour avoir un investissement serein dans le temps. C'est parti. Alors, si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Vous trouverez ici des conseils pour investir dans l'immobilier. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. Si vous souhaitez passer à l'action, on vous propose des investissements clés en main rentables sur toute la France. On a des conseillers à votre disposition qui sont tous des multi-investisseurs, qui ont l'expérience et les connaissances qui permettent de bien optimiser les projets et de mieux les sécuriser, bien sûr, avec l'aide bien sûr de Maître Bruce aussi toujours. Et si vous voulez des conseils pertinents, vous avez le lien du cabinet de Maître Bruce en description qui pourra vous aider, vous accompagner dans tout ce qui est droit fiscal, droit des sociétés et également avec son associé qui est spécialisé en droit de la famille et droit du travail. Exactement, merci. Alors, on se retrouve maintenant, alors je ne sais pas s'il faut vous représenter parce que maintenant, je pense que tout le monde commence à vous connaître. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la SARL de famille, qui est un statut qui est assez peu adopté, mais ceux qui l'adoptent, ils disent, mais c'est le statut merveilleux, il faut absolument investir en SARL de famille. Donc, dans quel cas on peut et on doit opter pour ce type de statut? Quels en sont les avantages et peut-être aussi finalement les inconvénients? Oui, alors la SARL de famille, historiquement, c'était une petite structure familiale commerciale, SARL, c'est-à-dire c'était le père et le fils qui avaient un petit commerce, qui n'avait pas forcément, que ça générait pas énormément de revenus, qui justifiait pas d'être un impôt sur la société et donc ils pouvaient opter, la SARL de famille c'est ça, à l'impôt sur le revenu. D'accord. Voilà. Pour une société imposée à l'impôt sur le revenu. C'est la petite particularité, effectivement. Voilà, c'était vraiment une particularité de la SARL qui est par définition soumise à l'impôt sur société, puisque c'est une société commerciale. Oui. Et là, il y avait ce cas bien particulier qu'on connaissait lorsque, je vous dis, c'était une petite boutique avec le père, le fils et les enfants. Et là, on optait pour l'impôt sur le revenu parce que ça justifiait, c'était plus intéressant d'être à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur la société. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut déduire toutes les charges qu'une société peut avoir, exactement les mêmes charges, et en même temps bénéficier du statut fiscal de l'impôt sur le revenu. C'est ça, tout à fait. Et notamment, ce qui était intéressant, c'est sur les cessions, surtout puisqu'il y avait dans les SARL de famille, il y a une notion de transmission, c'était sur les plus-values professionnelles, où on pouvait être exonéré des plus-values professionnelles lors de la cession des titres, dès lors qu'on est sous certaines conditions. D'accord, très bien. Oui, donc ça me paraît être un statut très intéressant aussi pour l'investissement immobilier. Donc les particularités, est-ce qu'on peut faire de la location nue? Est-ce qu'on peut faire de la location meublée? Est-ce qu'on peut faire ça avec un copain ou... Quelles sont les conditions? Non, déjà, SARL de famille, ça veut bien dire son nom. Bon, ça veut dire qu'il faut justifier d'un lien de parenté qui est assez étroit. Ensuite, c'est devenu intéressant. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont vu ce système et qui ont trouvé un intérêt, notamment pour la location en meublé. D'accord. Voilà. Alors, ça me gêne d'en parler parce que, si vous voulez, c'est assez récent. Ouais. Et la position du fisc, à mon avis, n'est pas arrêtée. Et le problème, c'est que moi, j'ai quand même le sentiment que ce système, cette forme sociétale et ce système n'a qu'un but. C'est principalement éluder l'impôt qui est normalement
celui de l'activité de loueur meublé, que ce soit professionnel ou non, et je me demande si le fisc va pas retoquer cette position. Je suis très prudent et on n'a pas assez de recul là-dessus. Et c'est pour ça que ça me gêne de dire voilà. C'est la solution miracle. Allez-y, la solution. Je ne crois pas aux solutions miracles. À mon avis, on détourne quand même le système qui était le système dont je vous ai parlé en introduction, pour arriver à quelque chose qui n'a qu'une finalité, c'est payer, avoir les le moins d'impôts fiscaux. possible. Voilà. Et à mon avis, on prend une structure que dans le cadre d'une optimisation et au vu d'optimiser son impôt, et c'est uniquement le but du montage, ça rentre à la définition de l'abus de droit à mon sens. Donc je suis quand même assez prudent. Oui, très prudent. D'accord. Non mais c'est bien, c'est ce que j'apprécie en fait dans votre approche, c'est que bon évidemment, comme vous avez vu dans d'autres vidéos, il y a des solutions qui existent où sur le papier, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous ne paierez pas d'impôts du tout, des montages plus ou moins complexes, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Est-ce qu'on évalue sa part de risque? Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'être qualifié, de ressortir, d'être poursuivi pendant des années, devoir justifier tout un tas de raisons auprès du fisc? Ou est-ce que on préfère être plutôt prudent? Et moi je préfère l'approche finalement de Maître Brousse qui est plutôt prudente et long-termiste pour avoir cette tranquillité d'esprit de se dire on est serein de ce côté-là, niveau fiscalité, je paye un petit peu plus peut-être, mais au final, quand on voit sur le long terme ce qui est requalifié par requalifié, au final, moi je trouve qu'on est plutôt gagnant parce que ça nous permet en plus de continuer à investir, d'être serein, d'avoir cette capacité d'énergie finalement à mettre plutôt à développer notre parcours plutôt qu'à répondre aux justifications du fisc qui pourrait se poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Oui, et puis se pose un problème parce que quand même la SARL, il ne faut pas oublier, c'est un objet commercial, c'est commercial par nature. Là, l'activité principale, c'est la prépondérance immobilière. Et oui, bien sûr. Je suis très prudent parce que je vous dis, l'avocat étant solidairement tenu des conseils qu'il a pu donner lorsque le montage est considéré comme l'abus de droit, j'ai pas envie de faire check. Non mais c'est normal. Voilà, non. Alors concrètement, on aura du recul dans 3-4 ans, mais je suis persuadé que de toute manière, et on le voit, le fisc vient petit à petit mettre des jalons. Et il est, à mon avis, dans 3-4 ans, on aura une réponse fiscale qui, à mon avis, dira que c'est pas le bon système ou prenez-le, mais vous allez être fiscalisé au même titre que le reste. Bon, très bien, merci pour votre réponse. Du coup, on peut parler un petit peu des baux commerciaux, baux industriels, baux professionnels. On s'y perd un petit peu. Déjà, qu'est-ce qui est considéré comme du bail commercial, du bail professionnel, bail industriel, ça existe? Vous avez aussi pas mal de clients qui sont dans ce type d'investissement. C'est un investissement sur lequel je suis en train de me former, de m'intéresser. Je rencontre pas mal d'investisseurs qui sont sur ce marché-là parce que effectivement, c'est un marché qui est intéressant. Une fois qu'on commence à avoir beaucoup d'habitations, ce qui est un petit peu mon cas, on se retrouve avec un petit peu de charge mentale, pas mal de petits problèmes à régler. Et je vois des investisseurs qui ont 1 ou 2 ou 3 investissements, ont autant voire plus de revenus locatifs que moi, sans aucune contrainte de charge mentale et de gestion. Je te demande à voir. Un peu moins. Je demande à voir. Mais voilà, donc forcément, je commence à me renseigner un petit peu là-dessus. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que ces baux sont beaucoup plus souples, évidemment, que les baux d'habitation qui sont très encadrés, très contraints, qui sont plutôt en faveur souvent du locataire. Là, le propriétaire reprend un petit peu la main et j'ai l'impression qu'il, voilà, c'est plus lui quand même qui peut diriger. Oui, alors bon, c'est une vision, sachant que pareil, ça évolue et petit à petit, quand même, on est venu encadrer les baux commerciaux qui, à un moment, il est vrai, avaient perdu toute notion d'équité. Ouais. Donc, alors, la différence entre baux professionnels et baux commerciaux, c'est essentiellement en lien avec le locataire, l'activité du locataire. Si le locataire a une activité qui n'est pas commerciale, ça ne peut être qu'un bail professionnel. D'accord. Alors, le bail professionnel, c'est conclu pour 6 ans avec la possibilité pour le locataire de donner à n'importe quel moment du bail son congé, tout en respectant un préavis de 6 mois. D'accord. Ok. Donc, le locataire est plutôt libre au niveau des engagements en bail professionnel. Bail professionnel, on va trouver les avocats, les experts comptables, les professions médecins, libérales, en fait. concrètement toutes les professions libérales. D'accord. Et on n'a pas le droit, en théorie, de faire signer un locataire qui a le statut de profession libérale, un bail commercial. Sauf si les parties ont entendu se soumettre volontairement au régime des baux commerciaux, qui peut exister, ou encore parce qu'il a été conclu un bail commercial et dans le délai de 2 ans, le locataire n'a pas dit « attendez, ça n'aurait jamais dû être un bail commercial ». D'accord, très bien. Bail industriel, ça existe ou non? C'est un bail commercial ou un bail professionnel? D'accord. Voilà, c'est ça.
Un bail industriel n'existe pas. Alors après, ça peut être le cas dans un bail à construction, oui, dans le cadre de l'industrie qu'on peut avoir. On en avait parlé un petit peu. Un bail à construction, c'est-à-dire que le propriétaire achète le terrain. C'est le locataire qui va faire construire l'entrepôt dessus, qui va donc verser un loyer dérisoire, c'est-à-dire correspondant même pas à la valeur de la location du terrain, et qui au bout de 30 ans, 20-30 ans, l'immeuble va devenir propriété du propriétaire du foncier. Donc on en voit assez régulièrement. Voilà, c'est une autre approche encore différente. C'est une autre approche, mais ça dépend en fait concrètement. C'est quand même assez rare parce qu'il faut vraiment avoir le terrain super bien placé, que tout le monde veut, et dire non, je veux pas le vendre. Et là, vous avez quelqu'un qui va arriver et dire bon voilà, moi de toute façon ma vision commerciale, je m'appelle par exemple, je suis une boulangerie connue dans le France entière, je veux implanter absolument là, c'est le plus passager. Bon, je vais construire et puis dans 50 ans, advienne que pourra, j'aurai fait mon beurre là-dessus et puis même tant pis si les locaux reviennent au propriétaire et dans 50 ans, dans quel état seront-ils? Oui, voilà, lui il aura exploité son entreprise avec un loyer finalement modéré pendant toute la durée d'exploitation. Voilà, il revendra le fonds de commerce quand il partira à la retraite. Tout à fait. Et là, le loyer augmentera sûrement parce que le propriétaire récupérera le bâtiment. C'est des montages qu'on peut voir. D'accord. Et alors, donc au niveau du contenu des baux, c'est assez souple, hein. On voit assez facilement la charge de la taxe foncière, souvent à la charge du locataire. On voit des baux aussi à des durées fermes, donc des durées fermes de 6 ans par exemple, c'est-à-dire que le locataire s'engage sur des durées fixes de longue durée. Tout ça, c'est des particularités qui sont quand même intéressantes. C'est vrai que le bail commercial, alors même si les lois dernières sont venues tempérer les exigences des propriétaires bailleurs, alors notamment parce que, bon, on a tous notion, c'est vrai que les baux commerciaux, c'est vieux comme le monde. Ils sont depuis 53, donc le décret de 53 sur baux commerciaux, c'est-à-dire que ça remonte. Et ça se passait relativement bien. Et puis sont apparus les centres commerciaux. Et là, la grande distribution a eu envie justement d'imposer des conditions aux locataires de plus en plus empiriques, si bien qu'à l'arrivée, le locataire, on se demandait s'il n'était pas salarié de l'enseigne ou finalement n'était pas juste un franchisé du propriétaire, tant les conditions étaient énormes. C'est-à-dire on lui imposait les conditions d'ouverture, il pouvait pas partir quand il voulait, il devait remettre tout à ses frais quoi qu'il arrive et le propriétaire bailleur ne devait s'occuper de rien. Bref, il était et puis très contraignant. Et puis même pour vendre, il ne pouvait pas vendre à n'importe qui. Enfin, des conditions, voilà. Ceux qui avaient investi dans les centres commerciaux à cette époque, effectivement, se sont fait des fortunes parce qu'ils avaient juste construit au début, puis après ils n'en entendaient plus parler, ils ne payaient rien et tout était à la charge des pauvres locataires. C'est une histoire d'offre et de demande. Voilà, et dernièrement, alors depuis 10 ans, finalement c'est un peu renversé parce que les locaux commerciaux, l'activité commerciale est devenue compliquée. Les locaux commerciaux, il y a eu pareil, on voit dans les centres-villes avec une désertification, mais c'est pas pour ça que c'est allé dans les centres commerciaux. Au contraire, pareil, dans les centres commerciaux, on voit de plus en plus de locaux qui sont vides et qui ne trouvent pas de locataires. Et donc, à un moment, le locataire, aidé un peu par la loi, a revu un peu les charges qui étaient imparties. Donc, c'est vrai que le propriétaire a la possibilité de mettre à la charge du locataire des choses qui sont très importantes par rapport aux baux d'habitation, puisque c'est le décret de 87 dans les baux d'habitation où tout est réglementé, c'est-à-dire qu'on va vous dire le joint du robinet c'est à la charge du locataire, mais le robinet c'est à la charge du propriétaire. Comme je vous disais, donc le décret de 87 sur les baux d'habitation réglemente ce qui est à la charge du propriétaire et du locataire. Je prends l'exemple du robinet, le joint va être à la charge du locataire, mais le robinet ça va être à la charge du propriétaire. En matière de bail commercial, je veux dire tous les aménagements intérieurs, c'est de toute façon de la responsabilité du locataire. Si le locataire veut mettre une clim, vous pouvez l'autoriser ou pas. S'il la met, il ne peut plus l'enlever. C'est vrai que c'est le gros avantage des locaux commerciaux. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, moi, je n'en entends jamais parler. Le peu de locaux que j'ai, c'est des professionnels. Et ces professionnels-là, quand ils ont des entreprises, des sociétés, ils ne vont pas appeler le propriétaire pour faire des aménagements ou une ampoule qui grille ou des petits trucs. J'en entends jamais parler. Non, ça, c'est vraiment très confortable. Sauf si vraiment la chaudière lâche. Là, on va toujours se battre pour savoir si c'est à la charge du locataire, du propriétaire. Ça part forcément en procès parce que le propriétaire dira elle n'était pas si vieille que ça. Ensuite, montrez-moi les contrats d'entretien.
vous n'avez pas fait les contrats visités chaque année par une entreprise agréée. Donc là, ça peut partir sur notre chose. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les problèmes que vous allez avoir, c'est sur les choses importantes. Sauf si, et c'est là où vous avez aussi un problème, c'est lorsqu'il y a une visite de sécurité, qu'on vous dit que toute l'électricité n'est pas aux normes. Alors soit vous avez mis ça spécifiquement dans le bail, soit vous n'en parlez pas, et là ça peut être des surprises, puisque bien entendu il va se demander est-ce que c'est au locataire de mettre aux normes l'électricité, lui va dire mais attendez, c'était là avant, il y a la vétusté, et la loi nous dit que la vétusté c'est la charge du propriétaire maintenant. Avant c'était pas le cas, mais c'est pareil, ça partait systématiquement en procédure. D'accord. Parce que personne pouvait, c'était gros montant, personne ne voulait s'entendre là-dessus. Comme les nouvelles normes, une norme qui arrive, une norme handicapée, il faut adapter le local finalement qui on prend est dans en le charge. vague, parce que si vous voulez, c'est vrai que les baux commerciaux sont tellement larges, enfin, la réglementation justement est pas importante par rapport aux baux d'habitation, ce qui fait qu'on n'a pas le décret de 87 pour savoir qui est à quoi. Le décret de 87, on peut dire c'est pas juste, ça ne devrait pas être là, mais d'un autre côté, au moins c'est clair. Vous savez ce qui est à la charge du propriétaire, locataire. En matière de baux commerciaux, c'est plus compliqué, c'est des nuances, et bien souvent, c'est des procès parce que c'est des gros montants. Alors c'est vrai qu'au quotidien, c'est une gestion beaucoup plus facile. Tout à fait. Avec, à la différence peut-être des baux d'habitation, c'est que, alors pareil, la procédure d'expulsion, elle n'est pas forcément plus simple. En plus, si le locataire se met en redressement judiciaire, là, ou en liquidation, là, vous pouvez avoir des soucis importants et vous dire, bon, c'est très compliqué. Et puis derrière, c'est peut-être plus facile de trouver un locataire pour un bail d'habitation qu'un locataire pour un bail commercial, puisque les habitudes changent, les rues commerçantes, elles le sont à un moment, puis après, voilà. Oui, ça peut devenir de très mauvais investissements aussi. C'est vrai, il peut y avoir un peu plus de vacances locatives. Vous savez que je discutais avec un investisseur un peu expérimenté sur ce type de locaux, parce qu'on parle de local commercial, bon, c'est des petits locaux commerciaux où il y a un coiffeur, et après il y a des locaux beaucoup plus importants, et c'est vrai qu'en moyenne, on constate des vacances locatives entre 3-4 à 1 an, 3-4 mois à 1 an à peu près. Oui. Voilà, donc il faut avoir la capacité financière aussi à absorber finalement cette vacance locative, ce qui n'est pas forcément le cas quand on débute son parcours d'investissement, mais ça peut être intéressant quand on prend tous les éléments en compte au bout d'un certain temps. On se rend compte qu'on capitalise quand même aussi plus vite. Moi, je suis plus réservé parce que c'est vrai que pour les clients qui ont ce genre d'investissement, ils ont quand même une assise financière très importante, puisque ils sont en mesure de pouvoir répondre de plus d'une année ou 2 ans de loyer si jamais c'était pas payé. J'ai rarement vu des personnes se lancer dans des projets comme ça. Déjà parce que la banque ne suivrait pas s'ils n'avaient pas l'assise financière, parce que c'était quand même des gros projets. Et derrière, ça les sécurise aussi de se dire, pendant 1 an ou 2 ans, si j'ai pas de rentrée locative, c'est pas grave. Oui, on peut absorber. Ok, au niveau du bail, donc on a parlé du bail professionnel, le bail commercial, donc souvent ce qu'on voit c'est les baux 3-6-9, c'est ça? Donc c'est-à-dire que c'est un bail qui se reconduit automatiquement tous les 3 ans? Non. Ah, alors justement, des fois on arrive à la fin aussi et on se dit est-ce qu'il faut refaire un nouveau bail ou pas? Voilà. Le principe des baux commerciaux, alors c'est pas qu'il se reconduit tous les 3 ans, c'est 3-6-9, c'est juste qu'il est donné la possibilité au locataire tous les 3 ans moins 6 mois puisque c'est le préavis, de dire désolé, je m'en vais. Je mets fin au bail. Voilà. C'est ça le truc. Tous les 3 ans. Voilà. Alors, un bail qui arrive au bout de 9 ans, alors là c'est la grande subtilité des baux commerciaux. Dès lors qu'il ne dépasse pas 12 ans, qui en fait, le 12 ans en matière de bail commercial, c'est la date la plus importante. Dès lors qu'il ne dépasse pas les 12 ans, je peux en demander le renouvellement et le propriétaire ne peut pas me le refuser et ne peut pas déplafonner le loyer. C'est-à-dire le plafonnement, c'est la variation, l'indice des locaux commerciaux maintenant aujourd'hui. Il ne peut pas me dire, sauf à démontrer que la valeur locative aurait été modifiée, ce qui est très compliqué, il ne peut pas m'augmenter de manière surprenante. Par contre, au bout de 12 ans et 1 jour, le propriétaire peut dire je vous reloue, mais à la valeur locative. Une nouvelle valeur. Voilà, alors jusqu'à 10 ans, c'est pareil, la valeur locative ne pouvait être que supérieure au montant du loyer. Là, il y a quelques arrêts qui ont démontré que la valeur locative pouvait être aussi inférieure au loyer payé. Alors, c'est en général pas le propriétaire qui va dire ça, mais le locataire qui va dire oui, c'est moi qui demande, voilà, le bail a duré plus de 12 ans sans être renouvelé.
moi je demande à ce que le loyer soit fixé à la valeur locative. Et la valeur locative, dans certaines régions, a pu baisser, notamment en matière de bail commercial. Voilà. D'accord. Donc c'est pas tout à fait le même indice qu'on peut voir nous sur les locaux d'habitation. C'est un autre indice qui varie différemment. Voilà, alors c'est l'indice des loyers commerciaux, qui est aujourd'hui celui qui est imposé. Alors, il y en a un autre, mais bon, j'en parle pas. Là-dessus, la valeur locative, parce qu'au départ, on part du principe que la valeur locative, c'est constitué par rapport à la situation du local, ses caractéristiques, son emplacement. Les loyers habituellement, alors même si ça devrait être annexe, mais en général c'est le référent, les loyers habituellement pratiqués et la zone de chalandise qui est donnée au local. Voilà. D'accord, très bien. Et lorsque en cours de bail et en fin de bail, si vous dites non, je veux déplafonner le loyer, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que la valeur locative a été modifiée de manière considérable, c'est-à-dire que concrètement, l'exemple type qu'on donne, c'est vous êtes en race campagne, vous avez un petit bar de campagne, et puis là-dessus, dans le champ d'à côté, on vient construire un centre commercial Leclerc. Ben forcément, oui, l'attractivité, votre petit bar de campagne, la zone de chalandise n'est plus tout la même, puisque vous avez un nombre de personnes qui vont venir, et ça c'est intervenu dans le temps du bail. Et donc là, le propriétaire peut dire oui, je vais augmenter le loyer. Et oui, d'accord. Je comprends. Donc, bon, dans tous les cas, à partir de 12 ans, il vaut mieux refaire un nouveau bail, repartir sur... Non, c'est surtout locataire. Alors, le propriétaire, lui, n'a jamais intérêt à demander le renouvellement du bail. Donc, c'est pas lui en général qui va le faire. Mais le locataire, lui, a intérêt à être très vigilant pour ne jamais avoir à dépasser les 12 ans. D'accord, puisque donc au bout de 12 ans, en fait, pendant la durée du bail, le propriétaire, lui, est-ce qu'il peut récupérer son local à quel moment? Est-ce qu'il doit attendre au bout des 3 ans ou pas forcément? Alors, en règle générale, le propriétaire, une fois que c'est loué, ne peut pas récupérer son local. Alors je dis en règle générale parce que concrètement il y a bien des dispositions qui prévoient ça, mais qui prévoient aussi le versement au locataire d'une indemnité d'éviction. Et l'indemnité d'éviction, c'est quasiment la valeur du fonds de commerce. Donc en général, on voit très rarement, alors on le voit dans des projets vraiment immobiliers, de promotion immobilière, on va racheter le petit commerce parce que bon, ça va rentrer, mais tous ceux que j'ai vus en fait, les indemnités d'éviction, même en général, au dernier moment, le propriétaire dit non, c'est pas rentable. Oui, tout à fait. Donc c'est normal parce que lui, l'exploitant a travaillé, il a son fonds de commerce, il a développé son chiffre d'affaires. Et bon, il faut qu'il soit aussi sécurisé par rapport à ça, donc ça paraît tout à fait logique. D'accord. Et on voit pas mal de beaux notariés. Est-ce qu'il y a des avantages à faire des beaux notariés pour les commerciaux? Est-ce qu'en faisant un bail avec votre cabinet, on a les mêmes droits, les mêmes avantages ou pas forcément? Alors c'est historique, donc c'est la guerre entre les notaires et les avocats. Si vous voulez, la différence qui fait la guerre entre les avocats et les notaires, c'est les notaires disent voilà, c'est un acte fait par officier ministériel et la force exécutoire. Et à l'arrivée, quand on regarde dans les procédures, que ce soit un bail notarié ou un bail d'avocat, je n'ai jamais fait la différence. Pourquoi? Parce que votre locataire, vous avez beau avoir un titre exécutoire lié au bail notarié, il ne paye pas, vous êtes obligé quand même de lui faire un commandement et puis de lui faire la procédure d'expulsion. Donc à l'arrivée, ça ne change en pratique rien, mais c'est vrai que c'est un vestige, c'est un titre exécutoire, un bail notarié, et en pratique, moi je ne la veux pas. Moi, je trouve que ce soit avec un notaire ou avec un avocat, ça impose un cadre, en fait, au niveau du... alors effectivement, comme vous l'avez expliqué, après, en réalité, bon, pas forcément énormément d'avantages de ce type de beau, mais le fait de poser un cadre, on arrive chez le notaire, on arrive chez l'avocat, on va signer un bail qui a été rédigé par un professionnel, et voilà, déjà, ça limite un petit peu, ça met le locataire dans un cadre qui le prédispose à éviter de trop sortir. Et là, si vous permettez, là c'est par contre très dur de trouver des vrais beaux commerciaux sur Internet, avec toutes les clauses qui vont bien. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de réformes. Et ensuite, voilà, et pareil dans les beaux commerciaux, ça dépend du local, ça dépend des personnes, ça dépend de ce qui a été négocié. Donc il n'y a pas vraiment de bail commercial classique. Moi j'ai jamais fait un copier-coller juste en changeant les noms et voilà votre bail. Il faut toujours l'adapter. À un moment voilà, il y a toujours l'adapter parce que par rapport au type du local, par rapport aux exigences, s'il y a des travaux autorisés ou pas. Donc voilà, c'est... D'accord. Ok. Bon, mais parfait. Merci beaucoup, maître, pour votre temps et tout ce contenu que vous nous avez donné gratuitement et sympathiquement. Ça a été plaisir. Très sympa à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, juste en dessous, on y répondra avec plaisir.
Et puis sinon, j'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre les petits likes et à promouvoir la chaîne au maximum. Merci pour votre aide. Pensez à vous, passez à l'action surtout. Et puis à bientôt les investisseurs. Ciao!